Donc, effectivement, on va vous faire un petit retour, à trois. On a voulu le faire à trois parce que, en discutant entre nous pendant toute la période de Covid, parce qu'on était évidemment en contact avec les confrères pendant la période Covid, on s'est rendu compte qu'on avait une vision, enfin en tout cas, on avait réagi parfois différemment. Et donc, on trouvait ça vraiment intéressant justement de ne pas faire un seul retour d'expérience, mais de plutôt vous partager voilà, des retours d'expérience et il y a la variabilité de nos retours d'expérience. Vous êtes là, les filles? Oui. Nickel. Donc là, on vous a préparé un grand résumé de tout notre retour d'expérience qu'on va vous décliner à trois niveaux. On va le faire peut-être d'abord en vous présentant nos sites parce que je pense que ça explique beaucoup de choses. Donc tout ce qui se passe au global des sites et comment est-ce qu'on a vécu le Covid globalement. Et puis aussi parce que nos deux sites, donc le site de la Compostière de l'Aube et les sites de Paprec, vont traiter à la fois des bouts de stations d'épuration et des biodéchets. Donc on va vous parler également de notre retour sur ces deux grandes typologies, puisque voilà, les choses ont été très différentes dans nos façons de faire. Au niveau des sites, je vais déjà laisser la parole effectivement à Fabienne pour vous parler un peu de la compostière et des spécificités de la compostière qui vous expliqueront donc pourquoi est-ce que les choses ont été aussi gérées comme ça. Ok, très bien. Bonjour à tous. Donc Fabienne Erard, je suis directrice de région Champagne. Effectivement, c'était intéressant. On a passé beaucoup de temps au téléphone avec Morgane pendant la crise et puis avec d'autres pour échanger un petit peu sur comment on devait réagir et quelles règles devait-on appliquer. Donc, nous, notre spécificité, c'est qu'on est une petite plateforme locale, territoriale, issue du monde agricole, hein, comme vous voyez à l'écran. On génère une dizaine d'emplois. Donc, le premier impact direct, bien évidemment, lors du confinement, a été la perte, entre guillemets, donc, des personnes qui se sont retrouvées en garde d'enfants ou des personnes plus fragiles. Donc, forcément, quand vous êtes 10 et que vous avez déjà 2 personnes dans ce cas de figure, vous avez tout de suite 20% de votre effectif qui n'est plus présent. Donc, ça a été un petit peu la première difficulté. Une partie d'entre nous s'est retrouvée aussi en télétravail, évidemment. Alors, ma précédente intervention en début d'année à Lyon, là, sur le risque industriel, j'avais fait une petite parenthèse sur les impacts un petit peu psychologiques des risques industriels. Je vais me permettre à nouveau de faire une petite parenthèse psychologique, mais effectivement, comme beaucoup d'entreprises dans plein de domaines différents, voilà, il y a eu plein d'impacts de ce confinement. Et nous, typiquement, voilà, sur l'équipe de direction, où on est 4, 2 hommes, 2 femmes, forcément, les femmes, on s'est retrouvées en télétravail et en garde d'enfants en même temps. Et ces messieurs sont restés au front. Et donc, quand on est revenu, on a compris qu'eux s'étaient sentis abandonnés et nous, on s'était sentis contraintes d'abandonner notre travail. Donc, vous voyez les difficultés de discussion à distance quand on ne peut pas se voir. Moi, je vais régulièrement sur la plateforme aussi pour voir notre personnel, nos opérateurs. Et là, pour le coup, quand j'y suis allée les premières semaines, c'était en dehors des heures d'ouverture, donc toute seule, à la tombée de la nuit quasiment. Donc, ce sentiment, voilà, un petit peu de désolidarisation de l'équipe a été un petit peu gênant, mais je vous rassure, voilà, on fait une très bonne psychanalyse de groupe, donc on s'en est bien sorti. Bon, je ferme la parenthèse. Le RISPO est là pour ça, Fabienne. Le RISPO est là pour ça. Voilà, merci. Du lien entre les individus. Donc, mais mine de rien, effectivement, voilà, je présente les échanges que ce soit avec Morgane, Edouard le jeudi, malheureusement présent avec nous ce matin, mais avec tous les collègues exploitants, ça a été vraiment très fort pour nous permettre de garder les idées au clair. Donc, notre spécificité, comme vous le voyez sur la photo, on est un site totalement ouvert, en pleine campagne. On reçoit aussi bien donc, le classique flux des déchets végétaux qui représente 40% de nos déchets traités, avec une spécificité locale, c'est qu'on reçoit ce flux issu d'une collecte en porte-à-porte. Donc, cette collecte, elle touche à peu près 100 000 habitants, hein, un tiers de la population du département. Donc, on a des grosses quantités qui arrivent. Et en revanche, c'est pas très propre. Voilà, c'est un flux. Si on veut garder des qualités de compost qu'on produit avec, notamment depuis 2 ans maintenant, on fait un compost certifié utilisable agriculture biologique grâce à ce flux.
Et il faut vraiment qu'ils soient triés en amont le plus possible. Et c'est un tri manuel qu'on effectue. Donc ça a été... donc ça, c'est une de nos spécificités. Je reviendrai ensuite pour vous expliquer rapidement donc, les impacts avec la crise. Le deuxième flux classique qu'on travaille depuis les années 2007-2008, c'est les MIAT, tout ce qui est issu de l'assainissement, donc collectif et non collectif. Pour le coup, notre spécificité, c'est d'avoir une fosse de réception qui nous permet de recevoir des flux liquides. On est dans un département rural, donc beaucoup d'ANC et beaucoup de petites stations rurales qui régulièrement donc, fonctionnent en plan d'épandage, mais qui de temps en temps, au printemps, saturent, etc. Donc, on a cette habitude de fonctionnement. Et derrière ça, on a cette habitude de prise de précaution, que ce soit en termes de pays ou de consignes pour nos opérateurs. Et donc, le dernier flux qui a été développé chez nous, c'est le déconditionnement des biodéchets, notamment donc avec l'installation de la FlexiDry, dont parlera Lucille, et où nous avons la toute première version, la V0, on va dire, chez nous. Mais encore une fois, on a appliqué nos pratiques sur le déchet vert, sur le déconditionnement, c'est-à-dire qu'on a installé une table de tri, comme dans un centre de tri classique, et on fait un pré-tri en amont du déconditionnement pour assurer la qualité de nos soupes. Et donc voilà, donc c'est quand la crise est arrivée, je vous ai dit, on a du personnel en moins. On s'est retrouvé avec un effet qu'on n'avait pas du tout anticipé, c'est que nous, les collectes en porte-à-porte de déchets verts n'ont pas été suspendues, contrairement aux déchetteries locales qui ont été fermées, donc on a perdu un peu de flux de déchetterie, mais finalement, les gens se sont retrouvés chez eux, il faisait beau, donc ils ont jardiné, et on a eu une augmentation de jusqu'à 30% des volumes de déchets collectés en porte-à-porte qui sont arrivés. Donc, ce qui nous a généré beaucoup de main-d'œuvre mobilisée. Donc, en fait, on a fait le choix, et on a pu le faire grâce à notre principal partenaire local qui est Covet-Paprec, de suspendre la réception des biodéchets. Alors, on ne travaille pas tellement encore avec les cantines, donc le fait que les écoles soient fermées, finalement, on a très peu de flux biodéchets qui se soient arrêtés. En revanche, on travaille principalement avec la GMS. Et donc, Coved a réussi à trouver d'autres filières alternatives. Pendant cette période, en gros, de mi-mars à fin avril, on a réouvert début mai l'atelier biodéchets. Tout ça pourquoi? Parce qu'on avait donc, ça mobilise quand même beaucoup de personnes pour des flux qui sont relativement faibles pour notre territoire aujourd'hui. Et on a eu un autre aspect qui nous a un peu inquiété, ça a été comment, en termes de maintenance, si on tombait en panne, si on avait besoin de pièces, comment notre fournisseur, Clean Creative, aurait pu nous accompagner. Je vais passer d'ailleurs sur ce sujet la parole à Lucille, et puis après on reviendra, on va faire un petit peu comme ça des allers-retours entre nous sur cet aspect-là maintenance, si c'est dans le bon timing. Oui, tout à fait, merci. Par rapport à nous, la période Covid, il y a eu deux effets en fait. Donc, on a beaucoup suivi nos clients en termes d'activité pour voir en fait où placer nos efforts concernant les installations et à la fois la maintenance. Donc, ça a été super important pour tous nos clients de pouvoir leur assurer une réactivité, pour que s'ils continuent l'activité, qu'ils puissent en fait avoir nos équipes. Donc en fait, on a pendant un mois, on avait tout le monde en télétravail, même la partie production, puisqu'on produit nos machines en région parisienne. Par contre, on avait des équipes dédiées, SAV, qui étaient capables de partir, et notre entrepôt, toutes les pièces qui étaient plutôt dédiées sur de la prod, étaient réparties sur du SAV. Ce qui nous permettait en fait d'avoir une flexibilité par rapport à nos clients assez importante, ce qui nous a permis de faire des chantiers d'actions correctives sur des délais courts. On a également, je pense, Morgane pourra en reparler, on a fait l'installation du FlexiDry sur le site de Paprec sur Ecoscapic. Donc ça a été fait sur des délais plus courts. Avec une mise à disposition aussi des équipes Paprec pour mutualiser nos énergies et accélérer le chantier pour diminuer les risques de contamination. Et on a fait une formation accélérée pour qu'ils puissent être très rapidement autonomes sur la machine et que du coup cette machine en début de confinement puisse leur servir pour traiter des flux d'industrie agroalimentaire. Peut-être là-dessus je te repasse la main, Morgane.
Oui, tout à fait. C'est vrai que pour nous, comme je disais, on a eu une vision très différente du confinement avec la compostière, puisque donc chez nous, déjà, la première chose à vous dire, c'est qu'on est plutôt un grand groupe, et on a donc du coup un groupe qui est aussi multi-activité. Et c'est vrai que les, comment dire, on a assez vite vu que on aurait des problématiques qui ne sont pas tant liées aux matières, mais qui sont liées comment dire, aux personnes. C'est-à-dire que c'est marrant parce que ça a été rappelé ce matin dans les différentes présentations. On a beaucoup focalisé sur la problématique de la présence du Covid, alors dans les boues, hein, pour ce qui nous concerne aussi au Risto, mais aussi effectivement, pourquoi pas dans les déchets. Enfin, voilà, quel est le temps que ça reste dans les déchets et tout ça. Et ça nous amenait parfois, globalement, hein, pas que nous, mais à oublier que le premier vecteur de transmission, c'était entre les humains. Et c'est vrai que chez Paprex, cette chance qu'on a, c'est que vraiment l'équipe QSE a tout de suite réagi avec des adaptations Covid qui étaient vraiment liées au Covid. Et tout ça avant qu'on ait notamment la circulaire sur les boues qui a commencé à générer des inquiétudes sur la partie organique. C'est-à-dire que avant qu'on ait des questions sur comment est-ce qu'on traite l'organique, on avait déjà des notions assez fortes sur c'était quoi le risque pour nos employés. Je vais vous montrer quand même un peu voilà, le genre de documents qu'on a eu assez rapidement et qui rappelait en fait, ça paraît bête comme ça, hein, mais qui rappelait que le premier facteur de risque, c'est de croiser des gens. Le premier vecteur de transmission du Covid, c'est entre personnes. Et du coup, les adaptations, elles ont surtout été faites et sur l'intégralité de nos métiers sur ça. C'est-à-dire des choses un peu basiques mais très importantes comme on diffère les camions, on diffère les départs des camions pour que les chauffeurs ne se croisent pas, on limite la présence dans les vestiaires avec un nombre maximum de personnes dans les vestiaires, on arrête les réunions, on ferme les réfectoires et les salles enfin, les endroits de cafétéria, enfin, les zones de regroupement. Et toutes ces mesures-là, en fait, c'est aussi celles qui nous ont permis à la fois d'éviter d'avoir des malades, puisqu'on n'a pas plus de malades que dans la population générale, et puis aussi, par rapport à notre partie organique, de relativiser sur quoi le risque réel. On va en parler, mais je pense que c'était vraiment important. Donc cette vision-là, elle était, voilà, je le redis, due notamment au fait qu'on avait beaucoup d'activités et que pour le coup, au sein de toutes ces activités, parce que après que vous connaissez sans doute sur la partie plutôt collecte sélective, au sein de toutes ces activités, la partie organique, c'était la partie qui avait déjà des procédures sanitaires. Donc c'était la partie qui avait déjà connaissance de l'importance de respecter les règles d'hygiène. Et du coup, nous, quand la crise est arrivée, finalement, ce qui nous est tombé dessus, c'est plutôt que on s'est retrouvé en confinement et on s'est retrouvé possiblement avec nos fournisseurs, dont le Flexirail, parce que Clean Creative était en train de finir de l'installer sur notre unité de méthanisation. Il y a un moment, on a eu un flou sur le fait qu'ils ont le droit de venir finir de l'installer, puisque eux ne faisaient pas partie des métiers prioritaires, alors même que nous, on faisait partie des métiers prioritaires. Donc finalement, bon, le flou n'a pas duré très longtemps, puisque assez rapidement, les sous-traitants des métiers prioritaires étaient aussi des personnels qui avaient le droit de venir travailler, et donc on a pu finir l'installation de la machine dans évidemment le respect des gestes barrières. Et ça nous a permis de valoriser les biodéchets d'industrie agroalimentaire. Alors c'est là où je trouve ça vraiment intéressant, c'est-à-dire que nous, finalement, on en faisait peu de biodéchets, enfin, on faisait du biodéchet, mais peu de biodéchets emballés. Et on s'est dit, oulala, avec cette crise, qu'est-ce qui va se passer? Certes, les restaurants vont fermer, les cantines vont fermer, mais finalement, les productions agroalimentaires, elles vont continuer. Les invendus, ils vont continuer à exister. Et puis, il s'est passé finalement quelque chose d'assez étonnant et d'assez frustrant pendant cette période de Covid, c'est que le don alimentaire a été fortement diminué par la fermeture des Restos du Cœur, enfin, voilà, de tous ces espaces où d'habitude il y a des épiceries solidaires, enfin voilà, des espaces où d'habitude il peut y avoir des dons alimentaires, mais du coup il peut y avoir aussi des regroupements. Donc ces espaces et ces associations qui se sont arrêtés, souvent aussi, enfin voilà, j'en pense une Portugal parce qu'ils sont tenus par des personnes relativement âgées, donc vulnérables. Donc tout ça a été mis en stand-by et ça a généré ponctuellement un pic de production, on va dire, de ces matières-là. Donc on était vraiment content d'avoir pu effectivement finaliser l'installation et réceptionner du biodéchet. Donc c'est vrai que chez nous, il n'y a jamais eu d'inquiétude
sur la question de la possibilité de transmission de Covid à nos employés par ces déchets-là. Et parce que notamment, voilà, c'est une typologie de déchets qu'on recevait qui étaient des déchets sur palettes, donc qui avaient été manipulés avec des transpalettes. Enfin, voilà, il n'y avait pas de raison d'avoir de contact. Et puis donc, voilà, la question de la transmission était plus entre les personnes. Ce qui va être très différent, évidemment, de si on regarde des biodéchets qui sont produits par des cantines ou sur lesquels il y a eu des manipulations, comme par exemple sur les grandes et moyennes surfaces, où on peut se poser la question un peu plus de, effectivement, est-ce qu'il y a une contamination possible, d'où le fait que à la compostière de l'Aube, les choses ont été arrêtées temporairement. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, les filles, sur la partie biodéchets. Oui, je vais rebondir sur la partie. On va enchaîner avec la partie bout de step. Puisque effectivement sur nos installations, et c'est ça que j'ai trouvé aussi intéressant à vous faire remonter, c'est qu'on traite les deux typologies de déchets. Et autant les biodéchets, on en a très peu entendu parler, en tout cas, voilà, les inquiétudes n'ont pas été trop soulevées, notamment par le ministère ou par des adaptations. Autant sur les bouts de stations d'épuration, on en parle depuis ce matin. Il y a eu beaucoup de questions sur la transmission possible du Covid par ces bouts de steppe. Alors, de nouveau, voilà, moi je trouve ça intéressant de vous faire savoir quel a été notre ressenti, puisque on a, nous, à la fois cette vision, je vous le disais, de procédures sanitaires qui étaient déjà présentes. Donc, on était sincèrement pas très inquiets sur la gestion, même des bouts de steppe sur nos sites, puisque nos employés sont déjà habitués à travailler les bouts de steppe. J'en pousse un peu une porte ouverte, mais je pense que ça vaut le coup d'être rappelé. Les bouts de steppe sont naturellement des endroits où il y a des pathogènes. Donc, les mesures sanitaires, elles sont prises, elles sont là, et heureusement, sinon nos employés, ils auraient souvent la gastro, c'est ce que je leur dis régulièrement. Donc, on n'a pas été plus inquiet par le Covid dans les bouts de steppe que par les entérovirus habituels dans les bouts de station d'épuration. On ne savait pas encore exactement la durée de survie. On voit d'ailleurs que malgré, avec toutes les études qu'il y a dernièrement, on est toujours relativement confiant sur le sujet. On voit qu'on se dit, ah oui, ça dure peut-être quelques jours dans les eaux usées, donc sans doute plus du tout dans les boues que nous on reçoit. Et puis, définitivement, il y a très peu de chances qu'il y en ait à la fin de notre processus de traitement. Alors, surtout s'il est hygiénisant comme le compostage, mais même s'il n'est pas forcément reconnu comme tel, comme la méthanisation. Mais malgré tout, voilà, les principes de précaution, voilà, pour le dire un peu généralement, il était là. Et du coup, on s'est retrouvé avec deux cas différents. Le cas de notre station de compostage, donc on a des stations de compostage qui sont situées un peu partout, mais je vous présente celle-ci qui est la plus grosse, qui est à peu près Cagroux en Dordogne. Sur l'installation de compostage, le compostage étant considéré comme hygiénisant, l'activité ne s'est pas du tout arrêtée. On a adapté les procédures, et encore, j'ai envie de vous dire, parce qu'un nettoyage de benne, il était déjà avec tous les EPI qui va bien, et puis le suivi était déjà celui-ci. Le petit doute qu'il y a eu, vous avez peut-être fait attention tout à l'heure quand la personne du ministère a parlé, c'était qu'il y a eu un petit flottement entre le moment où on pensait être obligé de suivre les analyses de l'arrêté de 98 et le moment où l'ANSES a validé que pour le compostage, on pouvait bien continuer avec nos analyses habituelles. Donc ça, c'est ce qui s'est passé pour notre installation de compostage. Mais il en a été tout autre, évidemment, sur le site de méthanisation qui, lui, a été mis en difficulté puisque la méthanisation n'est pas reconnue comme hygiénisante en tant que telle. Alors, c'était assez frustrant, je dois vous avouer ce côté-là, parce que nous, on était assez persuadés, et je suis docteur de formation, donc j'en étais encore plus persuadée que mes collègues, mais qu'il y avait un risque. Parce qu'effectivement, on reçoit des boues qui ont déjà eu un temps de séjour dans la station d'épuration, que ces boues, elles sont réceptionnées et que, avec des mesures d'hygiène de nouveau parce qu'elles contiennent déjà des pathogènes, de toute façon, il était hors de question que les employés déjà habituellement se retrouvent exposés aux boues elles-mêmes. Et puis parce que le processus de traitement, certes, il ne monte pas à 70 degrés, mais il monte quand même à 37 degrés chez nous pendant 45 jours. Donc, sincèrement, s'il y avait un truc dont on était sûr, c'est qu'on n'allait pas contaminer la population avec notre digestat. Par contre, oui, la circulaire d'abord, puis la foire aux questions, n'était pas très claire sur
sur le caractère hygiénisant, et donc on a dû s'adapter. Donc on s'est adapté, on a arrêté la réception des boues sur cette installation-là, et on a stocké temporairement le digestat pour savoir des nouvelles préconisations. Donc ça, c'est ce qui s'est passé de notre côté. Et Fabienne? Oui, je remets mon micro. Oui, effectivement, donc on en était resté sur les biodéchets. Donc, où nous, effectivement, on a choisi d'arrêter l'atelier parce que on avait les craintes dont on a parlé sur la maintenance, et surtout parce qu'on était très mobilisé au niveau personnel sur cette fameuse collecte de déchets verts. Mais en même temps, elle était primordiale, puisqu'on a vu très vite arriver l'interdiction des épandages de boue, et on a tout de suite compris qu'on risquait d'être potentiellement très sollicité pour les compostages de boue liquide. Et après, voilà, comme a dit Morgane, on avait les procédures, les protections, donc pas de souci particulier. Ce qu'on a par contre détourné, c'est malgré tout les vidangeurs. On les a orientés de préférence en station d'épuration. Tout ça, pourquoi? Si vous voyez la petite photo là, si tu veux remettre la photo générale, on n'a pas un système de dépotage canalisé. Donc, on est très conscient, ça se voit nettement, du risque aérosol. Et pour le coup, la matière vidange, on est quand même en direct, plus qu'une boue qui a séjourné dans une station. Donc, on a préféré demander aux vidangeurs d'aller dépoter en station d'épuration. Et on continue d'ailleurs, pour l'instant, cette règle-là, pour se concentrer vraiment sur les boues liquides qui ne pourront pas être épandues cet été et dont on va pouvoir composter. Le gros point vert, comme on le voit là sur la première colonne, c'est dès que l'ANSES a reconnu que les analyses sur la NF 44095 étaient suffisantes pour l'hygiénisation. Là, ça nous a levé quand même beaucoup de doutes dans notre organisation. Et l'avantage donc du compostage, c'est qu'entre les dates où on est rentré en pandémie, donc on a reçu ces boues-là dites Covid, et où elles sont sorties du process de compostage, de toute façon, le temps de séjour naturel pour faire le processus nous a permis d'être à fin avril, début mai. Donc, voilà, on n'a pas été obligé d'engager des frais sur des analyses type arrêté de 98 et de travailler en fait, finalement comme on a l'habitude de faire. Voilà, je te redonne la parole, Morgane. Je ne sais pas si Lucille avait peut-être un point à rajouter. Oui, je crois qu'on a fait globalement le tour. Donc, on vous a déjà parlé effectivement des disparités sur les sites. Voilà. Et un autre point qu'on voulait évoquer avec vous, c'était quand même la question des enjeux de la qualité. Est-ce que ça a soulevé ça aussi, la crise Covid, et puis plus globalement, ce qu'on est en train de vivre en ce moment sur le recyclage, sur la question des plastiques et tout ça. Et je te laisse peut-être poursuivre, Lucille. Oui, merci, Morgane. Du coup, oui, en effet, sur la disparité, déjà, pour revenir sur la partie vraiment Covid, nous, on a vraiment vu, suivant nos différents clients, que la diversité d'avoir un gisement qui provient finalement à la fois des industries agro, des GMS, des cantines, et qui est très local, leur permettait de continuer leur activité et de ne pas perdre d'argent sur cette activité. Et d'ailleurs, même sur certaines sociétés clientes, de se rattraper sur cette activité par rapport à la baisse d'activité sur d'autres secteurs. Donc ça, c'est un point important. C'est vrai que la partie cantine et ménage a été mise de côté forcément pendant cette crise. Et donc, c'est la partie GMS et industrie agro qui a permis de continuer à faire tourner ces outils et de les valoriser. Après, c'est vrai qu'il y a un enjeu où on voulait revenir qui est extrêmement fort, puisque le déconditionnement, c'est très large finalement, puisque aujourd'hui il y a même des solutions de broyage qui sont appelées déconditionnement. Et pour nous, c'était important de rappeler le sujet de la qualité des traitements, et notamment par typologie de matière, puisque aujourd'hui, c'est clair que la qualité du sortant dépend aussi de la qualité de l'entrant. Même si avec nos outils, on travaille toujours pour essayer d'optimiser cette qualité de soupe. Donc, quand je parle de qualité, c'est avoir le moins d'inertes dans les soupes. Donc, pour information, aujourd'hui, avec FlexiDry, on est sur des taux autour de 0,1-0,2% sur la matière sèche de contaminants dans la soupe. Et il reste encore à travailler, à la fois nous de notre côté, pour toujours trouver des axes d'amélioration,
et avoir un retour au sol, que ce soit en compost ou en digestat, qui soit le plus propre possible. Mais également, il y a finalement une pédagogie et un savoir aussi à avoir sur la qualité des gisements. Donc, on peut voir que les industries agro et les GMS, aujourd'hui, c'est des gisements qui commencent à être relativement propres. Je mets ça sur plusieurs angles, dans le sens où déjà, c'est des déchets. Alors, les flux industriels, c'est des flux qui sont facilement séparables. Donc, on voit en termes d'intrus, vous pouvez le voir en bas, on a des palettes, des cerclages de palettes, des rouleaux d'étiquettes. Mais ça, c'est des choses qui sont plutôt faciles et qui ne vont pas contaminer les soupes, puisqu'on a sur notre système, sur notre machine FlexDry, un système qui permet d'évacuer tous ces types d'indésirables. On a ensuite la GMS qui a fait un vrai travail, notamment sur la qualité de leur gisement. Je me souviens que quand on a démarré à la compostière de l'Aube, on avait des caisses palettes des fois qui arrivaient avec des beaux fruits et légumes sur le dessus, et puis en dessous les déchets de boucherie qui étaient des déchets d'abattoir, qui n'auraient pas dû être classifiés dans ces biodéchets. Et puis on voit qu'il y a de moins en moins de verre, puisque quand même la logique de tri, la pédagogie est quand même plus présente. Par contre, c'est clair qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le biodéchet trié à la source, dans lequel cantines et ménages sont mis, on voit que c'est des déchets qui, d'un point de vue intellectuel, sont souvent considérés comme plus propres, mais qui aujourd'hui sont plus sales que des biodéchets emballés. Et ça me semblait important de vous en parler et qu'on en ait tous conscience autour de la table, puisque, en effet, quand on prend le terme, il devrait y avoir en effet que des déchets propres, des restes d'assiettes, des épluchures, des préparations de repas. Et en fait, on se rend compte que déjà, il y a une très très forte présence de verre, que ça soit dans les déchets de cantine ou de ménage. Et ça, le verre, il n'y a aucune technologie qui arrive aujourd'hui à retirer ce verre. Et il y a un impact donc à la fois en termes de maintenance et donc forcément en coût d'exploitation, puisqu'on va détériorer les pompes, soit du système FlexDry, mais pas que. En fait, on va avoir toute la chaîne de transport potentiellement qui va être touchée, et puis le méthaniseur aussi. Et sur le verre des ménages, alors là, on a beaucoup plus de refus. En fait, on a du verre, mais on a trouvé des portes, des moteurs, des ramettes de papier. Donc, il me semble intéressant de vous en faire part, puisque aujourd'hui, beaucoup de collectivités nous contactent en ayant cette crainte du retour au sol, en mettant directement les déchets du ménage juste avec un broyeur dans les digesteurs. Ça me semble important d'avoir cette conscience et de travailler toujours pour améliorer cette partie-là. Voilà pour ma part. Tout à fait. Et donc, du coup, on en a terminé, hein, mais c'est vrai qu'en résumé à la fin, un peu plus pour ouvrir notre présentation, donc outre cette question du fait que, oui, même pour les biodéchets des ménages triés à la source, il peut y avoir un vrai intérêt à affiner. Je crois que globalement, on est aussi convaincu dans la filière qu'il y a un vrai intérêt à communiquer sur ce qu'on fait, pour plein de raisons. Donc, déjà, effectivement, pour que le tri soit mieux fait, mais aussi pour qu'il y ait moins cette défiance vis-à-vis de nos métiers, et qu'il y ait un peu plus de connaissance globale de comment ça se passe, de quels sont les garde-fous, de quels sont et comment fonctionnent nos processus, et comment est-ce qu'effectivement on peut faire ce recyclage organique de qualité avec des matières aussi variables que des biodéchets emballés, des biodéchets désemballés et des bouts de station.